Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. Il nous arrivait toutes sortes d'histoires chez nous et à l'extérieur, jour après jour, mais je ne crois pas avoir jamais pensé que la vie qui nous était échue fût particulièrement mauvaise. C'était la vie, un point c'est tout, et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Bien sûr, j'aurais aimé avoir les manières courtoises que prêchaient la maîtresse et le curé, mais je sentais qu'elles n'étaient pas adaptées à notre quartier, même pour les filles. Les femmes se battaient entre elles encore plus que les hommes, elles s'agrippaient par les cheveux et se faisaient mal. Se faire mal, c'était une maladie. Quand j'étais petite, j'avais imaginé que des bêtes minuscules, presque invisibles, venaient la nuit dans notre quartier. Elles sortaient des étangs, des wagons désaffectés de l'autre côté du terre-plein, et des herbes nauséabondes qu'on appelait les fetienti. Elles sortaient des grenouilles, salamandres et mouches, des pierres et de la poussière, et elles pénétraient l'eau, la nourriture et l'air, rendant nos mères et nos grands-mères aussi enragées que des chiennes assoiffées. Elles étaient plus contaminées que les hommes, dans le sens où, si ces derniers passaient leur temps à se mettre en colère, ils finissaient toujours par se calmer, tandis que les femmes, en apparence silencieuses et accommodantes, lorsqu'elles s'énervaient, allaient jusqu'au bout de leur furie et ne connaissaient plus de limites. Lila fut très marquée par ce qui arriva à Mélina Capuccio, une parente de sa mère, et je le fus aussi. Mélina habitait le même immeuble que mes parents. Nous logions au 2e étage et elle au 3e. Elle n'avait guère plus de 30 ans et 6 enfants, mais pour nous c'était déjà une vieille femme. Son mari avait le même âge qu'elle et il déchargeait des cajots au marché de fruits et légumes. Je me souviens d'un homme petit et trapu, mais beau, au visage fier. Une nuit, il sortit de chez lui comme d'habitude et il mourut, peut-être assassiné, peut-être de fatigue. Son enterrement fut particulièrement triste et tout le quartier y participa, y compris mes parents et ceux de Lila. Puis quelque temps passa et Dieu sait ce qui arriva à Mélina. D'aspect, elle demeura la même, une femme sèche, au long nez, aux cheveux déjà gris et à la voix stridente avec laquelle, à la fenêtre le soir, elle appelait ses enfants par leur prénom, un à un, les syllabes allongées par un désespoir rageur. Ada, Mike. Au début, elle fut très aidée par Donato Soratore, qui vivait dans l'appartement juste au-dessus du sien, au 4e et dernier étage. Donato fréquentait assidûment l'église de la Sacra Familia et en bon chrétien, il s'employa beaucoup pour elle en collectant de l'argent, des chaussures et des vêtements usagés et en plaçant Antonio, l'aîné des enfants, dans le garage de Gorezio, une de ses connaissances. Mélina lui en fut tellement reconnaissante que sa gratitude se transforma dans son cœur de femme éplorée en amour, en passion. On se demandait si Saratore s'en était jamais rendu compte. C'était un homme tout à fait cordial, mais très sérieux. Maison, église et travail. Il faisait partie du personnel roulant des chemins de fer et touchait un salaire fixe, avec lequel il faisait vivre confortablement sa femme, Lydia, et leurs 5 enfants, dont le plus âgé s'appelait Nino. Quand il n'était pas en voyage sur la ligne Naples-Paola aller-retour, il passait son temps à réparer une chose ou une autre à la maison, aller faire les courses ou promener leur dernier-né en poussette. Autant d'activités aberrantes dans notre quartier. Personne ne se disait que Donato se prodiguait ainsi pour soulager le travail de sa femme. Non. Tous les hommes du quartier, mon père en tête, pensaient que c'était un homme qui aimait faire la femme, d'autant plus qu'il écrivait des poèmes qu'il lisait volontiers à tout un chacun. Cela ne vint même jamais à l'esprit de Mélina. La veuve préféra imaginer que par bonté d'âme, il laissait sa femme le mener par le bout du nez. Elle décida alors d'attaquer férocement Lydia Saratore pour libérer son mari de son emprise et pour permettre à celui-ci de s'unir enfin à elle. La guerre qui suivit m'amusa plutôt au début. On en parlait chez moi comme chez les autres avec des rires méchants. Quand Lydia étendait ses draps fraîchement lessivés, Mélina se mettait debout sur le rebord de sa fenêtre et les lui salissait avec un bâton dont elle avait noirci exprès l'extrémité sur la gazinière. Lydia passait sous ses fenêtres et elle lui crachait dessus ou renversait sur elle des seaux d'eau sale. Lydia faisait du bruit dans la journée en marchant au-dessus de sa tête avec ses diables d'enfants. Du coup, elle s'acharnait toute la nuit à cogner au plafond avec le balai pour laver le sol. Saratore tenta par tous les moyens de rétablir la paix, mais c'était un homme trop sensible et trop poli. Ainsi, à force de se jouer de sales tours,
les deux femmes finirent par s'agresser verbalement dès qu'elles se croisaient dans la rue ou les escaliers. Et c'étaient des mots durs, féroces. C'est à partir de là qu'elles commencèrent à me faire peur. Une des nombreuses scènes terribles de mon enfance débute justement avec les hurlements de Mélina et Lydia, qui se lancent des injures depuis leurs fenêtres et puis dans les escaliers. Là, ma mère se précipite à la porte de notre appartement, elle l'ouvre et avance sur le palier suivie de nous autres, les enfants, et la scène se termine avec l'image, pour moi insupportable aujourd'hui encore, des deux voisines, agrippées l'une à l'autre, qui roulent dans les escaliers jusqu'à ce que la tête de Méline vienne frapper le sol de notre palier, à quelques centimètres à peine de mes chaussures, comme quand un melon blanc t'échappe des mains. Dès qu'ils furent dans leur chambre, il essaya de l'embrasser et elle l'esquiva. Sérieuse, elle ouvrit les valises, elle sortit sa chemise de nuit et tendit son pyjama à son mari qui sourit, heureux de cette attention, avant de tenter à nouveau de l'attraper. Mais elle s'enferma dans la salle de bain. Une fois seule, elle baigna longuement son visage pour reprendre ses esprits, assommée qu'elle était par le vin et par son impression d'un monde privé de contours. Elle n'y parvint pas. Au contraire, elle eut l'impression que ses gestes manquaient de plus en plus de coordination. « Que vais-je faire ?» se demanda-t-elle. « Rester enfermée ici toute la nuit ? À quoi bon ?» Elle regretta de ne pas avoir emporté le couteau. Pendant un instant, elle crut même l'avoir pris, puis elle dut s'avouer qu'elle ne l'avait pas. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire et, la comparant à celle de sa nouvelle maison, conclut avec surprise que la sienne était plus belle. Même ses serviettes de toilette étaient d'une qualité supérieure. La sienne. Les siennes ? Mais à qui appartenaient en réalité ces serviettes, cette baignoire, tout ça ? Elle était irritée à l'idée que la propriété de tous ces beaux objets neufs soit garantie par le patronyme de cet individu qui l'attendait derrière la porte. Les possessions des Carracci, même elle était une possession des Carracci. Stefano frappa à la porte. « Qu'est-ce que tu fais, ça va ?» Elle ne répondit pas. Son mari attendit un peu et frappa à nouveau. Comme cela n'eut aucun effet, il secoua nerveusement la poignée et dit avec un ton faussement enjoué « Il faut que je défonce la porte ?» Léla ne douta pas qu'il en était capable. Cet étranger qui l'attendait de l'autre côté était capable de tout. Moi aussi, pensa-t-elle, je suis capable de tout. Elle se déshabilla, se lava et endossa sa chemise de nuit en méprisant le soin qu'elle avait mis à la choisir des mois plus tôt. Stefano, un simple nom qui ne coïncidait plus avec les habitudes et les affections qu'il y avait quelques heures encore, était assis au bord du lit en pyjama et il bondit sur ses pieds dès qu'elle apparut. « Tu en as mis du temps ?»« Le temps qu'il fallait. Comme tu es belle. Je suis très fatiguée, je veux dormir. On dormira après. » « Non, maintenant. Toi de ton côté et moi du mien. »« Bien sûr. Allez, viens. Je parle sérieusement. Moi aussi. » Stefano eut un ricanement et essaya de lui prendre la main. Elle se déroba et il s'assombrit. « Qu'est-ce que tu as ?» Lila hésita. Elle chercha l'expression juste et dit doucement « Je ne veux pas de toi. » Stefano secoua la tête, perplexe, comme si ces quelques mots avaient été prononcés dans une langue étrangère. Il murmura qu'il attendait ce moment depuis longtemps, jour et nuit. « S'il te plaît, lui dit-il, conciliant. » Alors il eut un geste presque de découragement. Il indiqua son pantalon de pyjama bordeaux et murmura avec un sourire grimaçant « Regarde ce qui m'arrive, rien qu'à te voir. » Sans le vouloir, elle regarda, eut un geste de dégoût et détourna aussitôt les yeux. À ce moment-là, Stefano comprit qu'elle s'apprêtait à s'enfermer à nouveau dans la salle de bain et bondissant, comme un animal, il l'attrapa par la taille, la souleva très haut et la jeta sur le lit. Que se passait-il ? À l'évidence, il refusait de comprendre. Au restaurant, il avait cru qu'ils avaient fait la paix. Alors il se demandait pourquoi Lina se comporte-t-elle comme ça maintenant ? Ce n'est qu'une petite fille. Et en effet, c'est en riant qu'il l'approcha et tenta de l'apaiser. « Tu vas voir, dit-il. C'est bien, il faut pas avoir peur. Je t'aime encore plus que ma mère et ma sœur. » Mais rien à faire. Elle se relevait déjà pour lui échapper. Comme c'est compliqué de suivre cette fille. Elle dit oui et c'est non. Elle dit non et c'est oui. Stefano murmura « Allez, maintenant ça suffit, les caprices. » Il la bloqua à nouveau, s'assit à califourchon sur elle et lui maintint les poignets sur le dessus du lit.
T'as dit qu'on devait attendre et on a attendu, dit-il. Même si rester près de toi sans te toucher, ça a été dur, j'ai souffert. Mais maintenant on est mariés, alors t'es gentille et tu t'inquiètes de rien. Il se baissa pour l'embrasser sur la bouche, mais elle l'esquiva. En tournant vivement la tête à droite et à gauche, elle se débattit et tortilla et répéta « Laisse-moi, je veux pas de toi, je veux pas de toi ». À ce moment-là, presque malgré lui, la voix de Stefano haussa d'un ton. « Là, tu me casses les couilles, Lila ». Il répéta cette phrase 2 ou 3 fois, de plus en plus fort, comme pour bien assimiler un ordre qui lui venait de loin, de très loin, peut-être d'avant même sa naissance. Cet ordre, c'était « Il faut faire l'homme, Steph. Soit tu l'applies maintenant, soit tu ne l'applieras jamais plus. Ton épouse doit apprendre tout de suite que c'est elle la femme, et toi l'homme, et donc elle doit obéir. » Et en l'entendant ainsi, tu me casses les couilles, tu me casses les couilles, tu me casses les couilles. Et en le voyant large et lourd au-dessus de son bassin étroit, le sexe en érection, tendant l'étoffe de son pyjama comme le piquet d'une tente, Lila se souvint du jour où, des années auparavant, il avait voulu lui attraper la langue avec les doigts et la piquer avec une épingle parce qu'elle s'était permis d'humilier Alfonso dans les compétitions scolaires. Il n'a jamais été Stefano, eut-elle soudain l'impression de découvrir. Il a toujours été le fils aîné de Don Achille. Et cette pensée, tel un reflux, ana brusquement sur le jeune visage de son mari des traits que jusqu'à ce moment-là, il avait prudemment gardés cachés dans son sang. Mais il avait toujours été là, et ils attendaient leur heure. Oh, certes, pour plaire au quartier et pour lui plaire à elle, Stefano s'était efforcé d'être un autre. La courtoisie avait adouci ses traits, la mansuétude avait modifié son regard, sa voix s'était modulée pour prendre des tons conciliants, et ses doigts, ses mains et tout son corps avaient appris à retenir leur force. Mais à présent, les contours qui s'étaient imposés depuis très longtemps s'apprêtaient à céder, et Lila fut saisie d'une terreur infantile, plus grande encore que lorsque nous étions descendus à la cave pour aller récupérer nos poupées. Don Achille, ressuscité de la frange de nos quartiers, en se nourrissant de la matière vivante qu'était son fils. Le père était en train de faire craquer la peau du fils. Il modifiait son regard et allait faire exploser son corps. Et voilà, le père surgit. Il déchira la chemise de Lila, déduna ses seins et les serra avec férocité, se baissa pour mordiller ses mamelons. Comme elle savait le faire depuis toujours, elle refoula son sentiment d'horreur et essaya de le repousser en lui tirant les cheveux et en cherchant le moyen de le mordre jusqu'au sang, mais alors il se recula, lui saisit les bras qu'il coinça sous ses grosses jambes repliées et lui dit avec mépris « Tu fais quoi ? Reste tranquille, t'es qu'une brindille, et moi, si je veux, je te casse en deux. » Cependant, Lila ne se calma pas. Elle recommença à mordre l'air et s'arqua pour se libérer du poids de Stefano. Ce fut inutile. Maintenant, il avait les mains libres et penché sur elle, il lui donnait de petites gifles du bout des doigts et lui répétait de plus en plus pressant « Tu veux voir ? Comme elle est grosse ? Dis-moi oui, dis-moi oui. » Jusqu'à ce qu'il sorte de son pyjama son sexe trapu qui, exhibé devant elle, lui sembla une poupée sans bras ni jambes, secouée de vagissements muets et impatiente de se détacher de cette autre poupée, plus grande, qui disait d'une voix rauque « Tu vas la sentir, Lina. Regarde comme elle est belle. Il n'y en a pas deux comme ça. » Et comme elle continuait à se débattre, il la gifla à 2 reprises, d'abord de la paume puis du revers de la main. Et il y mit une telle force qu'elle comprit que si elle avait résisté davantage, il l'aurait certainement tuée, ou en tout cas, Don Achille l'aurait tuée. Il faisait peur à tout le quartier, justement, parce qu'on savait qu'il avait, à force de lancer n'importe qui contre un mur ou sur un arbre. Alors elle évacua toute rébellion et s'abandonna à une terreur sans bruit, tandis qu'il reculait, lui ôtait sa chemise de nuit et lui murmurait à l'oreille « Tu te rends pas compte combien je t'aime, mais tu vas le comprendre. Et dès demain, c'est toi qui me demanderas de t'aimer comme maintenant, et plus encore. Et même tu me supplieras à genoux, et moi je te dirai d'accord, mais seulement si tu m'obéis, et tu m'obéiras. » Quand, après quelques tentatives maladroites, il déchira sa chair avec une brutalité pleine d'enthousiasme, Lila était absente. La nuit, la chambre à coucher, le lit, les baisers de Stefano et ses mains sur son corps. Toutes ces sensations ont été absorbées par un seul sentiment.
Elle haïssait Stefano Carracci. Elle haïssait sa force. Elle haïssait son poids sur elle. Elle haïssait son nom et son prénom. Un soir, ma mère m'attaqua avec une dureté extrême, s'exclamant que les gens lisaient mon livre, le trouvaient scandaleux et parlaient derrière son dos. Elle cria que mes frères avaient dû tabasser les fils du boucher parce que ceux-ci m'avaient traité de putain. Et ce n'était pas tout, ils avaient aussi cassé la figure à un camarade d'école d'Elisa qui avait demandé à celle-ci de faire les saletés que faisait sa grande sœur. « Mais qu'est-ce que t'as écrit » hurla-t-elle. « Rien, maman. T'as écrit les cochonneries qu'on raconte ? Quelle cochonnerie, tu n'as qu'à le lire. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Alors fiche-moi la paix. Si ton père entend tes trucs qu'on dit sur toi, il te chassera de la maison. C'est pas la peine, je m'en vais. » C'était le soir, et j'allais faire quelques pas pour ne pas lui lancer à la figure des choses que je regretterais ensuite. Dans la rue, dans le jardin public et le long du boulevard, j'ai l'impression que les gens me regardaient avec insistance, comme autant d'ombres en colère appartenant à un monde que je n'habitais plus. À un moment donné, je tombais sur Gigliola, qui rentrait du travail. Comme nous habitions le même immeuble, nous fîmes la route ensemble, même si je craignais que tôt ou tard, elle ne trouve le moyen de me dire quelque chose de désagréable. Or, à ma plus grande surprise, elle s'adressa à moi avec timidité, elle qui était toujours agressive quand elle n'était pas perfide. « J'ai lu ton livre, il m'a plu. Tu en as du courage d'écrire des trucs pareils. » Je m'aurais dit, « Quel truc ? Des trucs que tu fais sur la plage. Ce n'est pas moi qui les fais, c'est le personnage. » Oui, mais c'est très bien écrit, Elena. Ce qui se passe exactement comme ça, avec la même saleté, c'est des secrets qu'on sait seulement si on est une femme. Alors elle me tira par le bras, m'obligea à m'arrêter et murmura. « Si tu vois Lina, dis-lui qu'elle avait raison. Je le reconnais. Elle a bien fait de se foutre de son mari, de sa mère, de son père, de son frère, de Marcello, de Michele et de toute cette merde. J'aurais dû m'enfuir d'ici moi aussi et prendre exemple sur vous deux qui êtes si intelligentes. Mais j'ai toujours été stupide, y a rien à faire. » Nous ne nous dîmes rien d'autre de particulier. Je m'arrêtai à mon étage et elle rentra chez elle. Mais ses propos restèrent ancrés dans ma mémoire. Ce qui me frappa, c'est qu'elle avait d'emblée associé la chute de Lila à mon ascension, comme si, par rapport à sa situation à elle, ces deux mouvements étaient aussi positifs l'un que l'autre. Mais ce qui resta surtout gravé dans mon esprit, c'est qu'elle avait reconnu dans la saleté de mon récit sa propre expérience de la saleté. C'était quelque chose de nouveau que je ne sus comment évaluer, d'autant plus que Pietro arriva et que j'oubliais cette scène pour un temps. Ma dernière année à Pise changea totalement le regard que j'avais porté sur les 3 premières. Je fus prise de désamour et d'ingratitude envers la ville, envers mes camarades garçons et filles, envers les professeurs, les examens, les journées glaciales, les soirées printanières de réunions politiques devant le baptistère, les films du ciné-club et l'espace urbain tout entier, toujours le même. Ma résidence universitaire du Timpano, le quai Pacinotti, la via 24 Maggio, la via San Frediano, la piazza dei Cavalieri, la via Consoli del Mare, la via San Lorenzo. Des parcours toujours identiques et pourtant toujours étrangers, même si le boulanger me disait bonjour et si la marchande de journaux me parlait météo, étrangers par les voix, bien que dès le premier jour, je me sois efforcée de les imiter, étrangers par la couleur des pierres, des arbres, des enseignes, des nuages et du ciel. J'ignore si cela fut causé par les cahiers de Lila. À l'évidence, aussitôt après les avoir lus, et longtemps avant de jeter la boîte qui les contenait, le désenchantement me gagna. Mon impression initiale d'être au cœur d'une bataille intrépide s'évanouit. Je n'eus plus le cœur battant à chaque examen, ni la même joie à obtenir la note la plus élevée. Je perdis le plaisir de corriger ma voix, mes gestes et mes façons de m'habiller et de marcher, comme si j'étais en compétition pour le prix du meilleur déguisement et du meilleur masque, tellement réussi qu'on aurait presque dit un visage. Tout à coup, je me rendis compte de ce presque. J'y étais parvenue ? Presque. Je m'étais arrachée à Naples et au quartier ? Presque. J'avais des nouveaux amis, garçons et filles,
qui venaient de familles cultivées, souvent bien plus que Madame Galliani et ses enfants, presque. D'examen en examen, j'étais devenue une étudiante accueillie avec bienveillance par les professeurs absorbés qui m'interrogeaient, presque. Derrière ce presque, j'ai eu l'impression de comprendre comment se passaient vraiment les choses. J'avais peur. J'avais peur comme au premier jour de mon arrivée à Pise. Je craignais ceux qui savaient être cultivés sans ce presque, avec des involtures. Or, à l'école normale, c'était le cas de beaucoup. Il ne s'agissait pas uniquement d'étudiants qui réussissaient leurs examens avec brio, que ce soit en latin, en grec ou en histoire, mais de jeunes gens, presque tous des hommes, comme d'ailleurs les professeurs les plus prestigieux et les célébrités qui étaient passées par cette institution, qui excellaient parce qu'ils savaient tout naturellement à quoi servaient et serviraient les efforts investis dans leurs études. Ce savoir, ils le tiraient de leurs origines familiales, c'était comme un sens de l'orientation. Ils savaient comment fabriquer un journal ou une revue, comment était organisée une maison d'édition, comment fonctionnait le comité de rédaction de la radio ou de la télévision, comment naissait un film, quelles étaient les hiérarchies universitaires et ce qu'il y avait au-delà de nos villages et de nos villes, au-delà des Alpes et de la mer. Ils connaissaient les noms de ceux qui comptaient, les gens qu'il fallait louer ou mépriser. Moi, en revanche, je ne savais rien. Pour moi, quiconque avait son nom imprimé dans un journal ou un livre était un dieu. Si quelqu'un me disait avec admiration ou animosité « c'est un tel ou un tel, c'est le fils de machin ou la nièce de truc », je me taisais ou faisais semblant d'être au courant. Certes, je devinais qu'il s'agissait de noms vraiment importants et pourtant je ne les avais jamais entendus. J'ignorais ce qu'ils avaient de significatif. Je n'avais aucune idée de la cartographie du prestige. Par exemple, je me présentais très préparée aux examens, mais si le professeur m'avait soudain demandé « Savez-vous quels sont les ouvrages qui fondent l'autorité me permettant d'enseigner dans cette université ?» je n'aurais pas su répondre. Les autres, au contraire, étaient au courant. C'est pourquoi j'évoluais parmi eux en craignant de dire ou de faire des sottises.